Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous, d'autant plus que là, j'ai un aperçu d'un club où l'ambiance est plutôt agréable, conviviale, et c'est de bon augure. J'espère que dans votre pratique de dirigeant, je pense, je vois, je pense, cette bonne disposition est en même temps une bonne introduction et de bonnes pratiques de gestion. Alors, je ne vous cache pas que c'est vrai qu'au départ, j'avais une petite appréhension parce que, a priori, c'est vrai que les deux sujets auxquels vous avez contribué à débattre peuvent apparaître quelque peu éloignés, mais mon ami, je vous appelle déjà mon ami, je pense que c'est spontané, Monsieur Samir Bilani, donc il y a un prénom, je commence par le prénom, m'a convaincu en très peu de mots que, bien évidemment qu'il y a des relations. La blockchain, c'est effectivement ce qui va régir tout. Et madame qui modère notre entretien a trouvé aussi le bon mot. Le mot commun, c'est le changement. On est appelé d'une manière ou d'une autre à tous évoluer, changer. Mais changer quoi? Changer nos idées reçues. Nos idées reçues. Vous allez voir qu'on va parler de plein d'idées reçues. Changer nos choix. Nos choix. En tout cas, du moins, les choix qui ont montré leur inefficacité, leur impertinence. Il faut les changer, il faut qu'on change. Pour emprunter le monde de demain et, autant que possible, réussir à nous faire notre place au soleil de demain. Donc, je vais essayer, je vous avoue que là aussi, j'avais préparé donc une présentation, mais en venant simplement dans le train, là, en arrivant, je me suis posé la question, je me suis dit, je vais être face à des hommes et des femmes qui sont des gens de la pratique, du monde des affaires, du monde de l'entreprise, et peut-être qu'il serait peut-être plus approprié de modifier, d'inverser d'une certaine façon le plan. Donc changer effectivement le plan. Et commencer peut-être par quelque chose que vous savez, que vous pratiquez, qui vous est familier. Et vous allez voir ensuite le lien qu'on va établir avec les modèles, les choix du développement. Alors c'est quoi? Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des dirigeants, vous êtes dans l'entreprise. Et vous savez, moi, on l'a rappelé, j'ai fait Dauphine il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, on m'a appris notamment, dans ce qu'étaient les sciences des organisations, c'est toute une discipline, les sciences des organisations, qu'une entreprise, oui, évidemment, dans une entreprise, il y a un système d'organisation. Et donc, ce que plus tard on appellera la gouvernance des entreprises, peu importe les mots. Les systèmes d'organisation reposent sur des principes. Bien évidemment que les systèmes peuvent changer, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont plus centralisateurs, d'autres qui sont plutôt décentralisateurs. Il y en a qui se passent sur la ligne hiérarchique, opérationnelle, qui ne donnent pas beaucoup de place au conseil. Il y en a qui sont plutôt participatifs. Au-delà des systèmes. Et chaque système, tous les responsables des organisations vous diront que chaque système d'organisation a des avantages et des inconvénients. Tout le monde est d'accord sur quelques principes de base. Lesquels? Le premier, c'est que les choix que l'on fait doivent être liés avec les besoins. Dans n'importe quelle entreprise, depuis au moins l'avènement du marketing,
une entreprise décide de lancer un produit nouveau, de faire un investissement pour générer une nouvelle activité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une étude de marché. La démarche, c'est qu'elle va vers le consommateur, elle retient ce que désire le consommateur, et ensuite on revient à l'entreprise pour fabriquer le produit que souhaite, ou le service que souhaite le consommateur. Première. Deuxième règle, l'exercice de la responsabilité. Dans les systèmes, on parle d'unité de commandement. D'unité de commandement. Dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, on vous dira toujours jamais de dilution des responsabilités. Ça, c'est la règle d'or. Pas de dilution. Une fonction, un responsable. Il n'y a pas une fonction de responsable. Ça n'existe pas. Je répète, quel que soit le système, centralisé, décentralisé, staff and line, participatif, par objectif, toujours unité de commandement. Donc, jamais de dilution des responsabilités. Il faut qu'elles soient identifiées. Et troisième règle, la reddition des comptes. La reddition des comptes. On prend des responsabilités. On exerce ces responsabilités pleinement. Pas dans la dilution. Et ensuite, quand arrive le moment où d'une manière ou d'une autre, on renouvelle, on demande à renouveler la confiance. Peu importe, ça peut être la confiance des actionnaires, la confiance des employés, la fonction des collaborateurs, peu importe. On demande de renouveler la confiance, on rend compte la reddition des comptes. On est donc redevable. Et la reddition des comptes, c'est très important pour comprendre. C'est pas simplement un exercice, on va dire, démocratique, pour les beaux yeux de la démocratie. La reddition des comptes, c'est la condition de l'efficacité. Vous le comprenez bien, vous êtes des hommes d'affaires. Quand vous êtes investi de responsabilité, que vous savez qu'au bout de votre mandat, au bout de 4 ans, 5 ans, 1 an, peu importe, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Vous allez dire, j'ai réalisé ça, j'ai pas réalisé ça. Je n'ai pas fait ça parce que, j'ai fait ça parce que. Il n'y a pas meilleur stimulant pour réussir que cela. Si vous savez d'office, d'avance, que vous n'avez pas à rendre compte, qu'est-ce qui va vous amener à être performant, à atteindre les objectifs? Donc, vous voyez, je répète. Alors, je les formule maintenant à ma manière, pour préparer le passage. Les 3 règles d'or de toute gouvernance qui se veut efficace. En fait, avant d'être autre chose. Légitimité des choix. Quand on fait des choix, il faut que ces choix soient légitimés par un besoin. Besoin, je répète, les besoins de la clientèle, ça peut être les besoins du citoyen dans un pays, tout simplement. Du citoyen. Légitimité des choix. Unité dans la responsabilité. Responsabilité pleine et entière. Et enfin, reddition de compte. Si vous voulez que ça rime, moi j'ai coutume de dire, la trilogie c'est quoi? Légitimité, responsabilité, redevabilité. Voilà. Les règles, je répète que on pratique dans tout système, dans toute communauté, dans toute organisation humaine. Maintenant, eh bien je dis mon propos, c'est quoi? C'est de vous dire que ces règles, j'allais dire de bonne gouvernance, j'allais dire en fait aussi simplement de bon sens. Ces règles de bon sens. Et je tiens à le dire, ce ne sont des règles ni de droite ni de gauche. Ce sont des règles de bon sens. Ces règles qui peuvent exister dans l'entreprise, dans votre association, mon cher, dans une organisation quelconque. Ces règles n'existent pas dans le pays.
problème du modèle de développement qui, alors, qu'on soit clair là aussi, tel ou tel peuvent avoir dit depuis 10 ans, 15 ans, l'état du modèle de développement. On peut les avoir du moins taxés d'être d'opposition, d'être de gauche, de droite. Cette phase est maintenant dépassée depuis au moins 2017, lorsque le roi, le plus officiellement possible, dit que le modèle a échoué. Donc, on a avancé en fait, parce qu'avant il ne fallait pas s'épuiser des heures à d'abord formuler l'argumentaire, expliquer par des statistiques, des chiffres, des chiffres. Cette phase, elle est dépassée. Mais en même temps, les nouvelles responsabilités, je veux dire, c'est que nous n'avons plus le droit de nous tromper de diagnostic. Nous n'avons pas le droit de ne pas mettre encore une fois, eh bien, nous n'avons pas le droit de ne pas voir la vérité en face, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, la voir honnêtement, lucidement, non pas pour critiquer X ou Y, la question n'est pas là. Ou pour régler tel ou tel compte. Le vrai enjeu, c'est demain. Je vois l'enjeu. C'est que si nous voulons justement changer nos modèles de développement, modifier les choix qui ont été à l'origine de la situation actuelle, mais il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Si on se trompe encore une fois de diagnostic et qu'on regarde les problèmes, qu'est-ce que j'entends du matin au soir dans certains médias? On dit tout sauf l'essentiel. Ben, pardonnez-moi, je vais essayer aujourd'hui de, très honnêtement, mais très humblement, très modestement, essayer de vous dire l'essentiel. Donc, maintenant, j'arrive à... Je vais résumer d'abord, si vous voulez, comme j'ai fait pour madame tout à l'heure. En 2 mots, je vais résumer. Et en plus, et après, j'irai à ce que j'estime être le développement. Vous me direz, madame, s'il vous plaît, un quart d'heure avant, vous me prévenez, comme ça, parce que je peux m'oublier. Alors, donc, je passe, j'ai déjà fait le constat que le modèle a échoué, la question, enfin, donc, le discours royal, tout ça, je pense que c'est clair. Dites juste un mot quand même, parce que cette situation, il faut quand même qu'on l'identifie d'abord, clairement, encore une fois, objectivement. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça a échoué? Pourquoi est-ce qu'on dit que le modèle a échoué? D'abord, pourquoi officiellement? Tout simplement parce que 60 ans après l'indépendance, on continue à s'apercevoir que nous sommes un pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous avez un pays qui a aujourd'hui un revenu par tête, disons un PIB par tête, de l'ordre de $3 000, $3 200, ça nous plaît, ça nous met quelque part à 124, 125e place. Quand on a une croissance, vous allez voir des figures très claires qui, à ce jour encore, regardez cette année, écoutez ce que vient de dire Halimi la semaine dernière, on a une croissance qui n'est pas simplement trop volatile parce que encore dépendante et de la pluie et du beau temps, tout bêtement, mais globalement faible et qui s'affaiblit encore. C'est très simple, regardez ces figures, elles se passent de commentaires. Vous avez une croissance, vous voyez, sur les 20 dernières années quasiment, vous avez une croissance, voilà, la volatilité, c'est en fait celle de l'agriculture, tout simplement. Et vous voyez que, à des niveaux qui, il y a 10 ans, étaient autour de 4-5%, la tendance, elle est descendante. On est à -3. Et simplement pour vous permettre de vous situer, des études qui sont maintenant largement connues, on a fait plein d'études de comparaison avec des pays, des benchmarking, pour essayer de voir quel est le niveau de croissance, de taux de croissance que nous devons avoir. Mais si nous voulons des choses très très légitimes, si nous voulons par exemple atteindre le niveau de la Turquie c'est 12 000, 13 000, 12 000 $. Si
si nous voulons, dans 20 ans, mais si demain, dans 20 ans, atteindre le niveau de la Turquie d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse 7-8% de croissance. Mais j'y crois. 7-8% de croissance. Donc lorsqu'on vous dit, cette année on va faire 3 à 4%, bien sûr c'est mieux que zéro. Mais c'est évident qu'on est très très loin du compte. Donc c'est ça la situation qui pose problème. Alors je peux passer, je ne veux pas mettre beaucoup de temps parce que je pense que c'est des questions que vous connaissez sur la situation. Donc le cap que nous avons à faire sur alors là aussi c'est connu, l'IDH, on est depuis tellement de temps, on est à la 123e place, même sur dans certains calculs, je vous prends ici le dernier rapport de l'IDH, qui est publié par le PNUD, qui estime plutôt qu'on est à la 136e, peu importe. On est, et ce qui est intéressant dans l'IDH, c'est qu'en fait c'est un composite à la fois des questions de revenus, d'éducation et de santé. Les 3 critères qui sont les choses les plus importantes dans un processus de développement. Alors donc, la question qui est lancinante, pourquoi? Tout simplement, pourquoi? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on fait des analyses depuis 20 ans, je peux vous dire depuis au moins le fameux rapport du 51, de 2004-2006, on se pose des questions. Il y a eu plein de rapports internationaux, des rapports du HCP, des rapports d'organisations internationales, de la Banque mondiale. Et le fait est que on tourne au rond. Et on a l'impression que l'économie marocaine est arrivée à une sorte de plafond vert. Elle serait en dessous, bloquée en dessous d'une sorte de plafond vert, incapable effectivement de passer, de faire ce bond qualitatif qui va lui permettre, effectivement, d'enclencher une dynamique de croissance, si possible de développement après ça. Bien. Donc, c'est quoi? En 2 mots, la thèse. Quelle est la thèse développée ici? C'est quoi? L'échec du modèle, c'est en fait l'échec des choix qui ont été faits. Quels sont ces choix? On va les expliciter très rapidement. On a donc fait des choix, 50 ans de mise en œuvre, 50 ans, pas 5 ans, on l'a dit, donc 50 ans de mise en œuvre, ont montré que ces choix ont échoué. C'est un fait objectif. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est les faits, c'est les statistiques, c'est les réalités. Il reste que, donc, si les choix, et en fait, ce que je dois dire aussi, ces choix sont en fait des paris qui sont perdus. Et donc, il reste à se dire, les choix. Et ils tombent pas du ciel. Il y a bien quelqu'un, quelque part, quelque temps, qui les a fait. Et là, on arrive au système politique. Pour être correct, politiquement correct, si je puis dire, certains parlent de système de gouvernance, ok, peu importe, moi je ne m'attache pas aux expressions, peu importe. Ce qui est important par contre, c'est que la couture avec ce Gédo au départ. Nous sommes dans ce pays, en 2019 encore, dans un système où les choix, là on va parler de choix macroéconomiques, des choix de développement. On n'est pas dans l'entreprise, on est dans le pays. Les choix, ils ne sont pas légitimés par les urnes. C'est-à-dire parce que les économistes appellent la préférence des consommateurs, tout simplement, par les besoins du plus grand nombre des citoyens. 1. 2. Ces choix sont mis en œuvre, sont exercés dans le cadre d'une dilution totale des responsabilités. Une dilution des responsabilités. Et enfin, ne donne jamais lieu à une vraie révision des comptes. Voilà. Et donc, vous voyez, la relation entre le point de départ que j'ai fait dans l'entreprise et l'arrivée avec ce que nous vivons dans le pays. Et donc, le problème, il est là. Il est dans un système de gouvernance qui fait des choix sans légitimité, qui exerce ses choix
dans la dilution des responsabilités et qui ne rendent jamais compte. De sorte que, comment voulez-vous qu'un tel système puisse réussir? Comment voulez-vous qu'un tel système puisse atteindre les objectifs juste proclamés? Les mêmes causes, je dis bien les mêmes causes, elles vont continuer éternellement à produire les mêmes effets. Voilà, à la limite, je peux vous dire que j'ai dit l'essentiel. Et donc, madame, si vous voulez, on peut arrêter là. J'ai dit l'essentiel. Maintenant, je vais quand même rapidement vous expliquer c'est quoi ces choix. Ouais, quand même, au niveau macroéconomique, attention. Alors, je vous mets les choix. Là, moi, je suis très... bon, je formule ça en trois. Une stratégie fondée sur des choix permanents, l'échec du modèle, c'est-à-dire les choix ratés, et enfin, ton système de gouvernance entrave le développement, c'est-à-dire devient pour moi l'élément qui entrave la dynamique de développement. Alors, c'est très rapidement. Si vous voulez, et ça, il y a des gens ici, je pense qui ont une connaissance de la bibliographie, de l'économie de développement du Maroc, etc., nous comprendrons très facilement. Si vous voulez connaître quels sont les choix, et je dis que ce sont des choix permanents, ce n'est pas des choix qui ont été faits pour 5 ans, là pour 10 ans. Ce sont des choix qui ont été faits dans les années 60 et 70, et de manière la plus officielle possible, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelait les plans de développement. Les plans ont fonctionné avec ce qu'on appelle un plan quinquennal, s'il est de 5 ans, triennal, s'il est de 3 ans, etc. Et donc, des choix, si vous voulez bien les comprendre, il faut aller puiser dans ces documents, et ils apparaissent très clairs. Je les résume en deux, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé après le modèle de développement, parce qu'elle est entre parenthèses, car un développement, un modèle comme ça, préfabriqué. On ne se réveille pas un matin, et on se dit, je vais fabriquer un modèle de. On fait des choix. Et ensuite, lorsque ces choix, en fait, réussissent, ils deviennent un modèle. Ça, par exemple, on parle du modèle coréen, ben oui, la Corée du Sud a fait des choix, mais ça a réussi. Et c'est devenu un modèle. Il y a l'expression, dire un modèle, c'est un non-sens. Parce que par définition, des choix qui n'ont pas réussi ne donnent pas un modèle. Déjà, bon. Donc, je vous mets les doubles choix, deux piliers sur lesquels repose cette stratégie. Et je répète, j'insiste, je ne suis pas en train de vous parler des années de l'histoire économique du Maroc, je suis en train de vous parler d'aujourd'hui. Vous verrez que ce dont je vous parle est permanent sur 50 ans. Les gouvernements changent, les plans changent, les syndicats changent, les conjonctures changent. Ces choix sont restés permanents. Alors, je vous deux. Le premier, c'est qu'on a, dès les années 60, pour des raisons politiques, que vous connaissez à l'époque, c'était l'Est et l'Ouest, le Maroc se voulait appartenir au monde libre, et on avait dit, nous, au Maroc, on veut une économie de marché. On veut une économie de marché avec un secteur privé qui soit l'acteur majeur du développement chez l'État. À l'époque, il y avait des économies planifiées. Le Maroc a fait l'autre choix. Il a dit, moi, je veux une économie de marché, je veux que ce soit le secteur privé, qui soit le principal investisseur, le principal employeur, le principal distributeur de revenus. Ok. Le deuxième pilier, c'est l'international. C'est-à-dire l'ouverture. On nous disait à l'époque, nous sommes un pays qui a des avantages comparatifs, selon la fameuse théorie de Ricardo. On a des avantages comparatifs, et donc on gagne à nous spécialiser dans l'exportation. Et même le modèle, c'est intéressant, le modèle de croissance s'appelait le modèle de croissance tiré par les exportations. La logique, et elle se comprend. La logique, c'est que vous vous spécialisez dans l'exportation, vous exportez, vous avez une balance commerciale, une balance de paiement excédentaire, et les ressources que vous dégagez en devises, et bien après, enclenche une dynamique de croissance interne. Donc, vous voyez, la croissance est de revenir à partir d'une réussite à l'international. Et bien, on ne double pas. Cherchez toutes les politiques qui ont été conduites dans ce pays depuis 50 ans
Et vous allez trouver que d'une manière, il s'agit de politique fiscale, politique de crédit, politique monétaire, politique de revenus, politique d'investissement, de ce que vous voulez, sectoriellement, politique agricole, politique industrielle, etc. Ce que vous voulez, vous verrez que vous pouvez rattacher ces politiques soit à un pilier, soit à l'autre, soit aux deux, évidemment. Mais on a toujours été dans cette course. Alors évidemment, vous pourrez répondre tout de suite, bien évidemment que dire cela ne signifie pas que tout a été fait de manière extraordinaire et magnifique, plus loin de là. Bien évidemment que la mise en œuvre doit avoir posé des problèmes, etc. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a fait des choix et on a mobilisé, mis en œuvre des politiques publiques. Comme des exemples, comme ça, parce que la marocanisation dans les années 70, c'était quoi? C'était un transfert de capital étranger vers qui? Vers le secteur privé. Marocain, avec cette idée, je veux dire, créer une classe d'entrepreneurs locaux marocains qui vont être le fer de lance de ce secteur privé. Mais la privatisation qu'on a faite dans les années 90 et continue plus ou moins à faire maintenant, c'est quoi? C'est transfert du capital là, c'est public, mais toujours vers le secteur privé. Les politiques fiscales, on parle maintenant des dépenses fiscales. On n'a fait que cela. Les politiques de subvention, les politiques de crédit, bonifier les zones industrielles. Je m'épuiserai à vous citer tout ça. Ça n'a pas d'importance, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre maintenant, et donc j'arrive à la deuxième partie, c'est que, comme vous voyez là, c'est les politiques donc, qui ont été mobilisées pour cela, et donc d'arriver à aujourd'hui. Nous sommes en 2019. Et nous sommes donc à ce moment de réflexion sur les choix que nous avons faits. Et on nous dit que le modèle a échoué. Et donc, ce que je vous disais en début, on essaie donc de réfléchir, qu'est-ce qui fait que ça a échoué? Le constat, encore une fois, d'abord, c'est que, j'ai dit, les choix ont échoué, il faut maintenant le démontrer. Il faut vous démontrer, si je dis que le pari sur l'économie de marché a été perdu, allez, réponse. Aujourd'hui. Vous n'arrêtez pas du matin au soir de rencontrer la rente et non pas le marché. Quand vous prenez aujourd'hui les principaux secteurs, je vous mets ici, j'ai juste un rappel, que ce soit dans le transport, dans les marchés gros des fruits et légumes, les ressources naturelles, les carrières de sable, les services délégués, de gestion déléguée, les terres de l'État, certains secteurs. Vous connaissez le secteur des hydrocarbures, est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point il relève de la logique de l'entente plutôt que de la logique du marché? Vous voyez, c'est évident que la logique de l'entente, du monopole ou de l'oligopole, d'une manière ou d'une autre, c'est de l'entente. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont au-delà, qui vont à côté, contre la logique du marché, qui est plutôt sur une logique d'ouverture, de concurrence saine, de compétition, de mérite. On est à des années-lumière de ça. Donc, on n'a pas réussi en 60 ans à construire une économie de marché digne de ce. Le secteur privé, je suis désolé, je sais que je suis devant des entrepreneurs privés, mais il faut nous dire aussi nos réalités. Après 50 ans, je répète, ou 60 ans d'incitation, d'encouragement, d'aménagement des cadres, etc. Quelle est la réalité que chacun peut constater aujourd'hui? Les macroéconomistes parlent de formation brute de capital fixe. Je veux dire, disons l'investissement brut qu'il y a dans un pays à un moment donné. Prenez aujourd'hui l'investissement qu'il y a dans le pays. Quantitativement, alors vous savez que nous avons, le taux d'investissement a beaucoup augmenté. On est à 32-33%, c'est un taux qui est considérable, qui est très très appréciable. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Sauf que le hic-nous, c'est que ce taux très important est dû quasiment aux 2/3 à l'État, aux établissements publics, et chez au secteur privé.
choix avait été bon, si le pari avait été gagné, ben le moins, parce que bien évidemment qu'il faut toujours de l'investissement public, mais on aurait été à tout le moins dans une situation inverse. Si aujourd'hui, regardez, vous avez ici un schéma qui se passe de commentaires. Voilà, vous avez la formation brute sur une très longue période qui a considérablement augmenté. Je vous parle en termes de part au pourcentage du PIB. Mais c'est quoi? C'est que, vous voyez, au moment où la formation brute augmente, il y a une sorte d'effet de ciseau. C'est l'investissement public qui augmente et c'est l'investissement privé qui baisse. Là, en termes de part, regardez, sur 100%, ça c'est l'investissement public, ça c'est l'investissement. Et encore, dans l'investissement privé, je mets aussi les IDE, les investissements étrangers. C'est dire que si j'enlève les investissements directs étrangers, il ne reste pas grand-chose pour l'investissement privé, j'allais dire autochtone. Donc, c'est un vrai problème. Je n'ai pas le temps de détailler s'il y a des questions, je reviendrai, mais c'est un vrai problème. On n'a pas réussi à construire une classe entreprenante qui peut assumer ce modèle d'économie de marché complet. Deuxième choix. J'ai dit l'ouverture sur le marché. Je peux après, parce que il ne s'agit pas de savoir, de croire que bon d'accord, ok, c'est un constat, l'investissement public est très important par rapport à l'investissement privé. Il faut savoir qu'il en découle des conséquences justement sur la croissance, sur l'emploi. On a quelque chose qui est bizarre dans ce pays. Vous savez que les étudiants aux premières années d'économie ont appris des règles élémentaires, de lois économiques élémentaires, notamment par exemple, il y a une relation entre le taux de croissance, le taux d'investissement et le taux de croissance. Il y a une relation entre le taux de croissance et le taux d'emploi. Le chômage, comme vous voulez. Et bien, ces relations ne marchent pas au Maroc. On a un taux d'investissement de 32% qui donne 4% de croissance. Ça veut dire un licorne, je ne veux pas rentrer dans les détails, un licorne de 8. On a, regardez dans le secteur, regardez, on a un taux d'investissement, vous voyez l'effet de ciseau. On a un taux de croissance des investissements, un taux d'investissement qui augmente, un taux de croissance qui décline. On a, regardez, taux d'investissement, taux de croissance. On a attendez, voilà, la relation avec l'emploi, la croissance, l'emploi. Il y a un problème. Alors c'est évident qu'on peut relier cela avec la réalité de l'investissement public. Et alors ça me change la gouvernance. Mais je vous demande d'abord provisoirement de retenir que la prépondérance de l'investissement public, si c'est une bonne chose en termes de services publics, qui sait qui va si l'État construit un hôpital, je serai le dernier à me plaindre, c'est évident. Mais en même temps, il faut savoir que cette prépondérance de l'investissement public pose problème du point de vue de ses effets, de son impact, sur à la fois le rythme et le profil de la croissance. Donc, la version du modèle. Alors, j'ai dit deuxième truc, c'est, on nous promettait, on nous disait, vous allez devenir un dragon, exportateur, un champion des exportations, et ces exportations vont vous permettre d'avoir une balance commerciale, une balance de paiement excédentaire, qui vont vous ramener des devises, etc. Le résultat, vous le savez, j'ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, parce que tout le monde le sait, les chiffres de HCP viennent de tomber, de l'office d'échange, viennent de tomber cette semaine. On est quoi? On est à un déficit commercial de 206 milliards de dirhams. C'est à peu près 18-19% du PIB. On est à un taux de couverture des importations par les exportations qui est à 56-57%. C'est-à-dire que on est à l'exacte situation concrète de celle qu'on attendait, qu'on espérait. Pire, si vous voulez. Vous savez, encore une fois, c'est les chiffres de HCP qui,
Vous savez, il y a des facteurs, ce qu'on appelle, il y a des facteurs qui influent dans la croissance. Dans l'équation de la croissance, vous avez l'investissement, vous avez la consommation, vous avez le solde extérieur. Et bien, paradoxalement, c'est le solde extérieur qui plombe la croissance chaque année. C'est-à-dire que ce solde extérieur qui devait être le moteur, qui devait tirer la croissance, comme l'intitulé de la théorie le dit, tirer la croissance vers le haut, et bien, ce solde plombe la croissance, tire la croissance vers le bas. Je vous dis maintenant, je vous ai presque tout dit. Regardez, ça c'est les derniers chiffres de 2018, je repris les chiffres disponibles de la semaine dernière, hein, du solde de la balance commerciale. Regardez l'aggravation sur le long terme. Entre 1996 et 2005, vous avez un déficit qui représentait un peu moins de 4% du PIB. 2006-2015, un peu moins disons un peu plus de 11%. 2018, on est à 18,5%. C'est une tendance historique, c'est une tendance forte. On ne peut pas mettre ça sur le compte d'une conjoncture annuelle, elle est bonne, mauvaise, le prix du pétrole monte, descend, tout ça joue bien sûr. Ça n'est pas ce qui est déterminant. C'est évident que le déterminant essentiel, c'est qu'on a une économie qui n'est pas compétitive à l'international, qui n'a pas une offre exportable et compétitive qui permet. Et donc là aussi, si on n'a pas réussi en 50 ans à réaliser ça, ça nous interpelle quand même. Il faut qu'on se pose des questions. On ne peut pas rester dans le cadre étroit des vieilles questions habituelles. Alors, donc je passe, voilà, ça c'est l'autosuffisance qui est de 57. Vous voyez, alors je vous dis, là c'est intéressant, ça c'est les facteurs, des composantes de la demande en pourcentage. Vous voyez que c'est intéressant. Ça c'est la demande intérieure, et ça c'est la demande extérieure. Et ça c'est zéro. Regardez la demande intérieure, qui tire vers le haut. Regardez la demande extérieure. À quelques exceptions près, mais c'est toujours négatif, quasiment toujours négatif. Selon une étude du HCP là aussi, on peut dire que pratiquement, regardez, l'évolution des échanges révèle une contribution négative à la croissance économique de 1 point en moyenne sur la période 2008-2010. Ça veut dire quoi concrètement pour que tout le monde comprenne? Quand on me dit on a fait 3% de croissance, ça veut dire que le solde négatif du commerce extérieur m'a pris 1 point. Régulièrement, chaque année, il m'a pris 1 point. Ça veut dire aussi, je vais à l'alternative. Si j'avais fait un autre choix, toutes choses égales par ailleurs, eh bien peut-être que mon tour était de 4, pas de 3. Je provoque et pour soulever un peu le débat. Mais c'est évident que tout ça nous interpelle. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas en dire plus, je pense que j'ai assez dit. Ça, c'est les nombres. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Pour vous dire à quel point on a raté aussi cette ère. Pas simplement dans les chiffres macro. Est-ce que vous imaginez un pays exportateur qui se veut, qui plaide pour l'exportation depuis 50 ans, aujourd'hui, se trouver dans une situation où il a, alors au maximum, il y a quelques années, un ministre d'ailleurs du commerce extérieur avait dit, ça c'était très clair, il avait dit on a 25 000 importateurs et 5 000 exportateurs. Mais dans les 5 000 exportateurs, ce sont des exportateurs en fait théoriques, on va dire. Il y a 500 exportateurs effectifs, c'est-à-dire qui effectivement exportent régulièrement chaque année. Bon, là, vous voyez, regardez, on a un benchmarking entre pays. Vous voyez, un pays comme, je ne sais pas moi, par exemple la Hongrie, il a quand même, la Hongrie, je dis je ne dis pas ça comme ça. Il n'y a pas longtemps, ils étaient dans un autre système, dans un autre régime. Ils ont quand même, regardez, 3600, 3700. Nous sommes à 2200, 2000. Alors regardez, j'ai les derniers chiffres qui viennent, que j'ai d'ailleurs puisés, tout simplement du rapport, voilà, du rapport du CESE, du Conseil économique et social 2017, le dernier disponible, regardez, sur 550 000 entreprises existantes au plan juridique à fin 2017, à peine 6 324 ont exporté au cours de l'année. En matière de diversification,
Ça aussi, c'est un autre problème qui nous interpelle. On s'aperçoit qu'on est surtout concentré, monsieur, des pays qui sont, passez-moi l'expression, un peu des bras cassés. C'est-à-dire des pays dont, regardez, c'est pas des chiffres, nos exportations sont orientées à 63% sur des économies qui réalisent moins de 1,5% de croissance. C'est-à-dire que même lorsque nous arrivons à exporter, nous ne sommes pas sur des marchés porteurs, sur des marchés dynamiques qui évoluent. Bien. Alors, je conclus. Je vais peut-être faire l'exploit de terminer avant l'heure. Quelle est la question qui reste? Parce que j'ai pratiquement posé l'essentiel. La question qui reste, c'est rien. Si on a fait des choix, qu'il s'est avéré que les autres, c'est pas bon. On a fait des paris qui ont été perdus. Et qu'on veut aujourd'hui se remettre en cause. Se remettre en cause. C'est évident qu'il faut remettre en cause ces choix-là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que, là, je pour prévoir, parce que la réaction facile, un peu, à mon avis, un peu caricaturale dans ce type alors quoi, vous voulez plus d'économie de marché, vous voulez qu'on revienne à l'économie soviétique? Vous voulez pas qu'on exporte, vous voulez qu'on fasse l'autarcie? Et s'il vous plaît, je vous le dis d'avance, dépassons ce stade. Ne le sais pas, parce que c'est des choses qui reviennent souvent. C'est évident que la vie n'est pas en noir ou blanc. Dire que ces paris-là ont été perdus ne signifie pas qu'il faille se prendre l'opposé. Mais par contre, et je vous répondrai si vous me posez des questions, des choses concrètes, mais il y a des voies moyennes. Des voies moyennes, des choix. Le choix qu'on a fait est un choix extrémiste. La preuve, c'est qu'il est mauvais. On n'a pas besoin, en réaction, de faire le choix extrémiste, notre choix extrémiste. Mais il y a d'autres voies possibles et on pourra en discuter. Toujours est-il, et je termine avec ça, en tout cas des choix. Les choix ne sont pas tombés du ciel. Quelle est l'institution? Je le dis bien, je ne vois très bien. Pas question ici de personnaliser, ce ne sont pas les personnes qui sont en question. Ce dont on parle, c'est d'institutions. Nous sommes dans un pays où il y a une constitution. Il y a des institutions. Le fait est que de par la constitution, je dis bien, je ne suis pas en train de parler de la constitution la dernière, je parle de 2011, hein. Cette institution, cette constitution, permet la malgouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle permet à l'institution clé du système de faire des choix sans rapport avec les besoins, les réalités de la population. C'est aussi simple que ça. Si on avait fait des choix en rapport avec les besoins de la population, eh bien on commencerait par régler le problème de l'éducation et de la santé. On commencerait, il n'y aurait pas aujourd'hui, on ne serait pas encore aujourd'hui en train de parler de 7000 médecins par 100 000 habitants, alors que l'OMS nous dit 25. On commencerait par des routes rurales pour désenclaver les villages, les bois, qui aujourd'hui encore, lorsqu'il neige, sont complètement enclavés. On commencerait par construire des routes rurales, ben peut-être avant de penser au TGV. C'est une évidence. Mais sinon, en tant que, dire que petite personne, on peut profiter, on peut trouver que le TGV est magnifique. Encore. La facture, on la verra plus tard. Là, on est dans une façon politique. Hein, on est content de prendre le train, de se retrouver à Tanger en 2 heures. La facture, on en parlera. Mais, pour rester sûr, je répète encore une fois les choses, il est évident que si on a l'optique, d'abord, et donc l'impératif absolu,
de se dire tout choix que je fais, et en termes d'économie, vous savez bien, quand je dis choix, c'est des affectations de ressources. C'est l'affectation de ressources dont je suis en train de parler. Tout pays a des ressources, qui peuvent être d'ailleurs importantes, pas importantes, quelles qu'elles soient. Vous avez une enveloppe où vous avez 1000 dirhams. Si vous décidez d'en faire telle affectation, d'acheter une robe, ben c'est que vous n'allez pas acheter, je ne sais pas, vous n'allez pas voyager. C'est tout. Donc, si le critère premier d'affectation des ressources de ce pays était la satisfaction des besoins du plus grand nombre, je formule ça comme ça, la satisfaction des besoins du plus grand nombre, très probablement, on se sera donné une meilleure chance de réussir. 1. 2. Dilution des responsabilités dont j'ai parlé au départ. Dilution des responsabilités, mais enfin on est dans un pays de fous, où aujourd'hui, vous pouvez dire, vous êtes en train de parler des grands chantiers, mais vous demandez au ministre des Travaux publics, ils sont pas normal, ben il vous dit, ah ça, moi je suis pas responsable de ça, moi. Qu'est-ce que c'est que cette dilution de responsabilité? Est-ce que vous imaginez ça dans une entreprise? Vous êtes en train, mais prenez, et je ne suis pas pour vous dire que je suis en train de vous parler des réalités d'aujourd'hui. Toutes les grandes politiques qui structurent aujourd'hui l'économie marocaine. On a dit les grands chantiers. On a dit les plans sectoriels. Le plan Azur, le plan Maroc vert, le plan accélération, etc., etc. On peut parler des accords de libre-échange, qui plombent d'ailleurs le commerce extérieur, qui sont devenus une vraie machine à déficit. On peut parler même de l'INH. C'est ça qui structure l'économie aujourd'hui. Eh bien, toutes ces politiques, tous ces choix, il faut avoir l'honnêteté de le dire, ne sont pas les gouvernements. Donc le problème, on vient à des choses simples. Le problème, je termine avec ça. La responsabilité. Par exemple, le plan Azur a lamentablement échoué. Il a lamentablement. Il n'y a pas une personne, y compris par les responsables, qui aujourd'hui vous dit ah bah Azur, le tourisme, on a réussi. Et si donc ça a lamentablement échoué, il y a quand même des responsables. Qui est responsable de cet échec? La question, encore une fois, j'aimerais bien insister. Je ne suis pas en train de dire qui est responsable pour un ticket du doigt quelqu'un, pour dire que non, c'est pas ça la question. La question, c'est que qui est responsable pour pouvoir ensuite faire autre chose, aller d'avant, améliorer, amender. Or, personne ne va vous dire qui est responsable. Parce que les vrais responsables ne se présentent pas aux élections. Et donc, nom de compte à rendre à personne. Alors que les responsables apparents se présentent aux élections, mais pour dire la c'est un système qui est malsain. Je ne veux le qualifier. Je répète encore une fois, moi je veux rester dans un langage de bon sens. Je ne veux le qualifier ni de droite ni de gauche. Je veux le qualifier d'un système qui marche sur la tête. Il n'est pas inspiré par les règles élémentaires de bon sens. Et donc, si vous me dites, maintenant j'ouvre la perspective, c'est évident que moi je termine avec ça. Vous savez, souvent on me dit en tant qu'économiste, quelles sont vos propositions, quelles sont vos réformes économiques? Je dis tout simplement qu'en tant qu'économiste, mais qui fait quand même de l'économie politique, au sens des classiques. Hein. La première réforme économique est politique, mais pas économique. Et j'espère vous avoir convaincu de cette évidence. C'est qu'il faut commencer par modifier le système de choix et de prise de décision pour que ensuite, lorsqu'on on puisse faire des bons choix, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les secteurs, pour l'entreprise, pour ce que vous voulez. Mais il faut d'abord modifier le système politique. Merci. Alors, messieurs,
Najib Akesti, vous pouvez choisir la personne. Est-ce que nous avons les hôtesses en salle pour donner les micros? Sinon, je vais faire l'hôtesse, il n'y a pas de souci. Allez-y, choisissez. Je vais le faire sans lunettes parce que j'ai risque de tomber. Oui? Je vous donne la parole. Jawad Katili, j'ai beaucoup de respect, mais je ne parle pas son extrémisme. Je peux considérer que c'est extrémisme économique. Tout d'abord, je pense que le choix de départ après l'indépendance de l'économie de marché était un dans d'autres pays qui ont choisi le socialisme, eh bien, ils sont dans une situation beaucoup plus mauvaise que la nôtre. Je considère que le Maroc, l'économie marocaine, est meilleure, beaucoup plus diversifiée que celle de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, etc. Donc, ce n'est pas un bon choix. C'est donc un bon choix. Maintenant, je suis d'accord avec vous que ce choix de l'économie de l'ouverture n'a pas été réalisé pleinement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut essayer de chercher les causes, pas simplement les constats. Vous avez parlé du secteur privé. Je ne veux pas attaquer le secteur privé marocain, mais quand même, le secteur privé marocain préfère investir dans l'immobilier, préfère ne pas prendre de risques. Il n'y a pas non plus de tradition industrielle dans notre pays. Citez-moi maintenant une seule grande famille industrielle marocaine. Il n'y en a pas. On a de bons banquiers, on a de bons commerçants, on n'en a pas de. Et donc, l'État a dû investir lui-même par défaillance de l'investissement privé. Et l'État, je suis tout à fait d'accord sur ça, a fait appel à l'investissement étranger qui apporte le capital, le know-how et l'emploi. Ça, c'est le deuxième point, Axel, un peu de pragmatisme. Vous savez, la vie, c'est pas un ou deux, c'est entre les deux. Et moi, au contraire, je suis très favorable à la politique pragmatique qui a été faite par les différents gouvernements, et je considère que Tangemède est un investissement extraordinaire. C'est peu importe, je m'en fous qu'il ait été fait par le ministre des Travaux publics ou par moi, ce qui compte en tant que Marocain, c'est le résultat. Nous avons maintenant Tangemède qui est le premier port africain de transbordement avec 9 millions de containers avec le troisième. La Méditerranée. Donc, un peu de pragmatisme, M. Artsvi, parce que la vie n'est pas blanc ou noir, la vie est grise et il faut absolument essayer de tenir compte de toutes les spécificités de notre pays. Maintenant, je ne veux pas me montrer comme très optimiste ou comme satisfait de ce qui a été fait. Il faut des réformes et je suis là tout à fait d'accord avec vous. Mais ne vous cachez pas, monsieur Axel, en tant qu'économiste, de dire qu'il faut d'abord la réforme politique avant la réforme économique. Et si la réforme politique n'arrive pas, on va rester encore les bras croisés. Moi, ce que j'attends de vous, en tant qu'éminent, et je le dis avec fierté, éminent économiste, proposer des réformes économiques en disant il faut faire ça, comme vous avez dit, là je suis d'accord avec vous, pour répondre aux besoins du peuple marocain. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais proposer des choses concrètes. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tous bien entendu votre requête. Maintenant, nous devons passer la parole à d'autres personnes qui ont besoin d'intervenir, qui ont envie d'intervenir. Merci Khalid Toutar. Je vous apprécie, j'apprécie beaucoup
toutes les interventions que vous faites, dans ce sens que je vous suis aussi au niveau de YouTube et tout ça. Ceci étant, je n'ai pas toujours été d'accord avec vos idées, dans ce sens que la différence que peut-être au niveau de ma vision par rapport à vous, c'est que moi j'arrondirais un petit peu plus les angles. Le message est très clair par rapport à la gouvernance. Maintenant, je voudrais, la question est la suivante. Vous avez parlé de Maroc vert, Maroc numérique, plan Azur, etc. Je pense que ce sont des projets qui ont été fondés sur la base d'indicateurs de performance, indicateurs d'impact et tout ça, qui suivent la LOLF, la loi organique des finances. Est-ce que le problème n'est-il pas plutôt un problème de gouvernance, c'est-à-dire la reddition des comptes, le suivi? Moi, je pense que le projet en soi, le projet Azur, quand il a été mis en place, c'est quelque chose de vertueux, dans ce sens que nous avons pensé à tant de millions de touristes, etc., etc. Maintenant, au niveau de l'exécution de ce projet, je pense que là, c'est là où le bas blesse, et je pense qu'il faudrait plus, dans notre choix, mettre le focus sur le début de votre exposé, sur la gouvernance, plutôt que sur le choix des projets. Et un clin d'œil au TGV, la même chose. J'ai lu un rapport de 50 pages sur l'intérêt qu'a le Maroc à mettre en place ce projet génial, à savoir un hub entre l'Europe et l'Afrique, à savoir beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur... Maintenant, je pense que c'est l'un des projets, à mon sens, l'un des rares projets qui a vu le jour, là, qui a atterri. C'est l'atterrissage, en fait, qui fait... Merci. Excusez-moi, je dois vous interrompre parce que je pense que d'autres personnes veulent poser des questions. Il ne restera plus que 3 ou 4 minutes pour le professeur Akesbi pour répondre. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'être succinct dans votre question, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question très rapide. En fait, bonjour M. Akesbi, merci beaucoup. Je voulais parler de gouvernance. Vous avez beaucoup parlé de gouvernance, et si jamais il n'y a pas de gouvernance, il ne faut pas aller de l'avant. Moi, je ne suis pas très favorable à cette option, parce que je dis comme quoi, si on parle de la politique qui a été menée, je pense que si on nomme les choses par leur nom, si on parle de Sa Majesté par exemple, moi je pense qu'il y a les grandes lignes. Mais les gouvernements qui viennent l'un après l'autre, ils doivent manager dans ces grandes lignes. Et c'est la réussite par rapport à ces grandes lignes à partir desquelles ils doivent être jugés. Donc la reddition du compte, elle existe. Elle est par les urnes. Juste dernière chose, pour le privé existe. On ne peut pas dire que le privé n'existe pas. Il y a des secteurs où il existe. Vous avez cité quelques secteurs, mais dans d'autres, il existe. On n'a qu'à citer la téléphonie et plein d'autres. Et plein d'autres secteurs. Et vous avez parlé aussi du secteur public, qui lui prend le pas de l'investissement. Mais il faut voir aussi comment le secteur public freine le privé, et non pas qu'il l'encourage. Merci. Merci. Une autre question, s'il vous plaît, ici devant. Merci. Je suis d'accord avec vous parfaitement sur la question d'études de marché, du choix, etc. Tout ça, d'accord. Mais si vous voulez bien, enfin dans notre association Mouvement des entreprises du Maroc, alors je parle bien sur le côté microéconomique et entrepreneuriat, petite entreprise, pour bien être précis. Je ne suis pas un spécialiste économiste en macroéconomie. Je citerai quelque chose de très important. Sa Majesté, 2 mois après son intronisation, il a envoyé une lettre à la conférence pour l'élaboration de la charte 53. C'était le 29 novembre 1999. Il a dit en ces termes: pour que notre pays, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, tous les donneurs d'ordre, enfin tous les acteurs sociaux doivent avoir une prise de conscience. Et je crois là, M. Akesbi, enfin je pense que votre avis, la chose essentielle, parce qu'on peut avoir un plan qui est mauvais et avoir des gens qui corrigent, avoir des gens capables, avoir des gens patriotiques qui travaillent pour l'intérêt national. C'est là où le bas blesse. Nous avons des gens, mais il y a beaucoup d'autres qui, et là ça s'explique.
Ça s'explique comme deux choses. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les partis politiques, ils se battent toujours depuis le début et puis ils pensent 4 ans après pour les élections. Je m'arrêterai à une image très récente. Notre équipe nationale de football, comment il a joué. L'entraîneur, il était parmi les plus payés au monde. Et l'image la plus frappante, le joueur, je ne vais pas citer son nom, quand il a raté le but, il est allé tranquillement comme ça, comme si rien ne se passe. Et l'Algérien, quand il a raté son but, il a arraché le gazon. Et je ne sais pas si vous avez vu son état psychologique. Et c'est là, je crois, qu'on a besoin des hommes en H majuscule, qui peuvent rectifier les choses, qui peuvent être d'abord cohérents entre eux-mêmes, en eux-mêmes déjà, entre esprit, cerveau et corps déjà. Et avoir une cohérence interne, avoir une conscience, avoir des systèmes de valeurs, et ensuite, on travaille ensuite. C'est ça le premier de changement. Je vous remercie. Merci. Une autre question? À gauche, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de questions. Les débats sont vraiment ouverts. Nous allons dépasser le temps imparti. Alors, s'il vous plaît, chacun, soyez le plus court, le plus succinct possible, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Jazwani Mohamed, Sciences Po et fiscaliste. Monsieur Aksli a dressé un sombre tableau de l'économie marocaine, comme toujours. Il y a quelques jours, je viens d'avoir le point qui est vraiment des articles. Vous pensez que c'est des faux articles, que c'est simplement de la pub? Est-ce que vous avez vu l'hebdomadaire français, Le Point? Merci. Merci. Prochaine question. Encore 2 questions et après on va arrêter pour ne pas dépasser le temps, d'accord? Je vous remercie, Sergi, pour ce que vous avez dit du Maroc. Non jamais, je suis expert en risk management. Effectivement, je pense que vous êtes arrêté sur un point, à mon sens, que vous avez fait exprès. Lorsqu'on regarde le Maroc depuis 1956, il était entre les mains de qui? En 1956, on avait 9 millions d'habitants. Et Hizb Istiqlal, il y avait 1 million d'habitants. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de structure de l'État. Donc, aujourd'hui, tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont responsables de la situation où nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un taux d'analphabétisme, de pauvreté et d'agression aussi, qui est extraordinaire au Maroc. Je fais juste, pour ne pas noircir le tableau, moi je pense que le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il exporte? Il exporte des tomates, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout simplement de transformation. Par contre, les Marocains aujourd'hui, les Marocains sont très bons en service. Puisqu'on n'arrive pas tout simplement aujourd'hui à industrialiser le Maroc, et on nous ment quand on dit Renault, en fin de compte, on est les meilleurs, en fin de compte, on démonte les voitures, ce n'est pas vrai. Renault n'apporte absolument rien au Maroc. Elle exporte toute la devise, elle ne paye aucun impôt. Alors maintenant, la question de la main-d'œuvre, ça fait un epsilon par rapport à tout le Maroc. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, ce que je peux dire, si le Maroc est intelligent, maintenant, il doit développer notamment les services. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. On a beaucoup d'ailleurs de jeunes informaticiens, de juristes, d'économistes, etc., qui peuvent parfaitement faire la relève. Je vous remercie. Merci. Encore juste là-bas au fond, une personne et puis on aura terminé. La main innocente. Bon, la main innocente. Alors, il y a beaucoup de mains, je vois beaucoup de mains. Toutes les mains sont innocentes. Oui. Alors, en tant que main innocente et une personne vraiment très innocente qui vient à peine de commencer son parcours d'entrepreneur et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en entendant votre speech, il était excellent, magnifique, ce que vous voulez. Mais pour moi, quand je reviendrai à Tanger, parce que je ne suis pas d'ici, je suis de Tanger, je vais fermer la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour moi. Absolument pas d'avenir. C'est un peu très bizarre. Pourquoi? Parce qu'en même temps, j'ai vraiment ce vouloir de travailler et ce vouloir de continuer de réussir. Alors, ma question qui se pose,
Vraiment, c'est pas une question, c'est une requête que je vous demande. Monsieur, vous nous avez tracé, dessiné un tableau qui soit noir ou blanc, je m'en fous carrément. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas à assumer les fautes du passé, les fautes d'une cinquantaine d'années qui sont passées de 1956, ou 1930, ou 1900, je ne sais pas quoi. Moi, je suis en 2019. Moi, je suis né en 1990. Alors, vous qui dites que le tableau, il est noir, ou il est blanc, ou il n'y a pas d'extrémisme, ni la gauche, ni la droite, je vous demande, s'il vous plaît, veuillez avoir l'amabilité de nous donner ces moyens de réussir, ces moyens d'arriver à ce que nous voulons et d'évoluer, les solutions, voilà. C'est ce que moi, personnellement, j'aurais voulu, avec quoi on clôture cette soirée-là. Plus qu'un point ou une question ou un constat. Parce que les constats, on n'en a plus besoin. Enfin, à mon humble avis. Merci. Merci. J'ai une question à poser. Monsieur Absky, bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous avez donné des chiffres. Et ces chiffres, ils ont, vous voulez dire, sur quelle base, quels sont les indicateurs qui ont montré que, par exemple, les 2/3 d'investissements, ils sont faits par l'État, sachant que l'État, il ne fait que des investissements structurants. C'est pas le privé qui va le faire, c'est pas le privé qui va aménager le territoire du Maroc. C'est le public qui va le faire. Donc, si vous comparez le privé au public et vous donnez des ratios 2/3, 1/3, j'aimerais bien savoir quelle est la part d'1/3, c'est-à-dire dans tout ce projet structurant. Moi, je ne le vois pas. Par contre, le privé, aujourd'hui, si on revient un peu à votre présentation, prenons le cas de 95-2006, il y avait quand même pas mal, la balance commerciale, elle était, c'est-à-dire, elle était montante, elle était à la hausse, et donc cette balance, elle dépendait surtout de la construction et du BTP qui évoluait au Maroc. Et par la suite, il y avait aussi l'exportation vers les pays européens qui ont eu des problèmes après 2007. Donc, le choix, je suis d'accord. Vous avez aussi dit encore que nous sommes en train de cibler des pays qui ont un taux de croissance qui est très bas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aller, par exemple, c'est-à-dire aux États-Unis, et nous placer avec toute la concurrence qu'il existe? On ne peut pas le faire. Merci. Merci beaucoup. Juste encore une question. Il y a quelqu'un là-bas, tout au fond, qui demande à parler depuis très longtemps. Je suis désolée, nous n'avons plus le temps. Nous avons dépassé le temps. Merci. S'il vous plaît, monsieur, vous serez le dernier. Merci, c'est Absky pour votre intervention. Je me présente Hassan Matarani, 65 ans, 64 plus quelques mois. J'ai accompagné plusieurs auditions dans le monde anglo-saxon avec plusieurs multinationales et internationales. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai les larmes aux yeux de ne pas céder notre rôle à la jeunesse. La jeunesse, normalement, nous devons leur remettre le relais. Elle est là. Elle est née en 1990. Elle a beaucoup de choses à faire. Et je vous invite, M. Absky, et j'invite à tous les professeurs, et surtout les professeurs chercheurs au Maroc, de venir taper les portes des multinationales, qu'est-ce qu'ils font ici au Maroc, et taper les portes des entreprises, et voir ce qu'ils innovent. Moi-même, en tant qu'accompagnant d'une grande société ici au Maroc, j'attends toujours depuis des années l'arrivée d'un professeur. J'ai accompagné l'une des meilleures 5 sociétés dans le monde. Et j'ai un certain Silvio me dit, où sont-ils ces professeurs de ce matin? Je dis, I don't know. Je souhaite que vous veniez. Je vous donne ma parole d'honneur, mon numéro de téléphone, et je vous donnerai. J'assume ce que je dis. Nous sommes prêts. Je ne dis pas au nom des anglo-saxons. Au nom des porteurs des connaissances, pour ces jeunes-là, nous sommes prêts à enrichir le Maroc. Nous sommes prêts à défier et à rendre ces chiffres
propice, favorable, en laps de temps. Merci. Merci beaucoup. Alors j'invite Monsieur Kesby à prendre 2 minutes, 3 minutes maximum pour répondre à tout ça. Je sais que c'est difficile, mais le mot de la fin, voilà, beaucoup de gens voulaient s'exprimer. Non, c'est une question de méthode. Si vous voulez que je réponde aux questions, et je les ai consciencieusement notées, je dois prendre plus que 2 minutes. Si vous voulez que je m'en tienne à 2 minutes, dans ce cas-là, je fais une réponse générale et nous laisserons un peu plus de temps. Alors, allez-y. Merci. Merci. Alors, d'abord, merci, effectivement. Franchement, c'est des questions extrêmement importantes, très intéressantes. Croyez-moi, je les reçois, comment on dit, 5 sur 5. Il y a des questions qui nous interpellent tous, et moi le premier, c'est évident. Et je suis parfaitement d'accord, notamment avec les dernières interventions. Lorsque vous avez un jeune qui vous dit « Moi, je n'y suis pour rien, qu'est-ce que vous me racontez là, vous les vieux ?» Hein? Et moi, j'ai besoin de travailler, je veux travailler. Oui, c'est vrai, c'est vraiment humain, innocente. C'est vraiment je suis très sincèrement touché. Et je vais peut-être commencer par vous. Il est évident. Mais dans la philosophie des choses, dans les débats, et, vous savez, un même discours, selon l'état d'esprit que l'on a, on peut le recevoir positivement ou négativement. Je vous demande de recevoir positivement ce que je dis, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je critique ce qui se fait, c'est évident, est-ce que j'ai besoin, franchement, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je ne suis animé que par une seule chose, c'est que ce pays aille mieux, c'est que mon peuple se porte mieux, c'est que votre entreprise se porte mieux et de l'avenir. Je veux dire, on n'est pas à ce niveau où on va, à mon avis, sincèrement, il y a aussi dans les interventions, vous savez, mon cher ami qui nous dit, je suis, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, le respect que j'ai pour vous, vous avez d'une certaine manière un peu illustré ce que j'ai critiqué au départ. Alors on passe notre temps à nous raconter des histoires, on passe notre temps à nous mettre des œillères. Ouais, est-ce que le fait, par exemple, pareil, sur la question de 1956, est-ce que j'ai fait exprès ou pas exprès? Oh non, on n'est pas là, monsieur. Les responsabilités de ce qu'on appelle le mouvement national sont établies. L'histoire a parlé. Moi, à commencer par Aix-les-Bains. Est-ce que quelqu'un a le courage de dire que Aix-les-Bains a été une catastrophe, a déterminé le reste de l'histoire du Maroc? Et dans ce cas-là, on est solidaires, cher ami. C'est-à-dire ma génération et la vôtre. Ma génération à moi a été plombée par les choix qui ont été faits à Aix-les-Bains. Et votre génération continue à l'être. Donc, mais en disant cela, je ne suis pas négatif. Au contraire, le message qu'il faut recevoir, c'est que nous sommes tous animés par la même volonté. Mais c'est là où je peux dire, ne pas être d'accord avec M. Cléry. Mettre le doigt sur les vrais problèmes, c'est la meilleure garantie de réussite. C'est la meilleure garantie pour que on ne retombe pas sur les mêmes erreurs et que notre histoire ne soit simplement qu'un éternel recommencement. Donc, je suis, moi, croyez-moi, vous savez, je ne suis pas à l'âge de démontrer quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, je n'en ai que faire. Je n'ai que ma bonne volonté et ma bonne foi. Je vous dis, j'ai tenu d'ailleurs dans mes propos à ne pas, justement, en permanence, ne pas me démarquer. Je sais bien que j'ai une appartenance politique, que certains me voient en moi, ça ou ça. J'ai voulu vous parler un langage que vous comprenez, que tout le monde peut comprendre, parce que vous êtes du monde de l'entreprise. Et je commençais par vous donner des exemples du monde où vous vivez. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est là où je vous demande de la cohérence. Comment une même chose que vous n'acceptez pas dans votre entreprise, vous l'acceptez dans le pays? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un, un chef, vous êtes des dirigeants d'entreprise, est-ce qu'un dirigeant peut accepter que dans son entreprise, il y ait la dilution des responsabilités? Est-ce que un dirigeant peut accepter ça?
eh bien, vous n'acceptez pas ça dans votre entreprise, vous l'acceptez dans votre vie. Voilà la triste réalité. Et donc et dire cela, ce n'est pas, comme on disait avant, désespérer Billancourt. C'est pas désespérer Billancourt. C'est au contraire insuffler de l'espoir et dire que nous avons un potentiel. Si j'avais le temps, j'aurais mis d'abord, parce que généralement, moi, pour les étudiants, croyez-moi, je ne commence pas par ça. Je commence par leur dire quels sont les potentiels de ce pays. Je commence par leur dire, le pays, on a les ressources naturelles, on a les ressources humaines, il y a la situation géopolitique absolument unique que nous avons, à la biodiversité, à les écosystèmes que nous avons. Voilà notre potentiel. Et c'est ça qui me donne de l'espoir de continuer à croire en mon pays. Sauf que, si je m'arrête là, j'aurais trahi ma fonction d'intellectuel, qui est celle, justement, d'aider à ouvrir les yeux sur les réalités. Et donc, avoir un discours critique n'est pas de l'extrémisme destructeur. Au contraire, c'est exact contraire qui est moche. Bien. Alors donc, maintenant, je vais passer rapidement. Est-ce que le secteur... oui, alors je commence par l'économie informelle. L'économie informelle, par définition, c'est une économie qui est incomptable, qui est à côté de la comptabilité. Voilà. La comptabilité nationale ne sait pas la calculer. C'est pas la calculer. Donc très souvent, effectivement, on ne sait pas compte. C'est évident. Alors que, et d'ailleurs souvent, je peux vous croire, d'ailleurs le décalage qu'on peut constater entre les réalités, sur la réalité de l'économie et les réalités telles que nous la raconte le RCP. Monsieur, ce décalage souvent en partie s'explique par cette réalité. Ceci étant, non, malheureusement non, parce que l'économie informelle est à 99% une économie de survie. Attention, vous l'avez dit vous-même, le marchand ambulant, le petit atelier, c'est de l'économie de survie. Mais bien sûr, justement, le monde n'est pas que noir ou blanc, je n'arrête pas de le dire. Donc, certains trouvent le moyen de me dire que je suis... La réalité, bien sûr, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des grosses fortunes qui se construisent dans l'informel. C'est évident, vous avez des usines souterraines qui se font un argent fort, bien sûr. Mais enfin, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est une économie. Alors, on va Marrakech, on va dire, l'économie. Alors, bon, donc j'ai répondu à l'histoire, un peu de pragmatisme, etc. Je pense sincèrement qu'on est au-dessus de ce. La question informelle, parce que les gens qui travaillent légalement, comment voulez-vous qu'ils fassent face à des gens qui travaillent informellement? Déjà, c'est une erreur de notre pays. Devant un magasin qui paye son loyer, c'est ben voilà. Donc, déjà, ça c'est où on veut travailler formellement, on travaille tous informellement. Je continue. Alors, très bien. Alors, proposer des réformes, bien évidemment, encore une fois, l'objet n'était pas, sinon vous me donnez un quart d'heure de plus, croyez-moi, nous ne sommes pas, d'être l'image d'un intellectuel, un économiste universitaire qui est dans une citadelle, qui est fermée, c'est une image qui est largement dépassée, croyez-moi. Moi, je ne sais pas pour parler de moi j'ai passé ma carrière à l'Institut agronomique, ça veut dire qu'on était tout le temps sur le terrain, dans les campagnes. L'encadrement des étudiants se fait sur place, c'est-à-dire dans les exploitations au fin fond du monde rural. Donc ça, ce type d'intellectuel n'existe plus, il est peut-être encore dans la tête de certains, mais il n'existe plus. Au moins vous avez le courage d'exposer les choses telles qu'elles doivent être exposées, contrairement à des intellectuels comme vous, qu'on voit souvent sur des chaînes, je n'ai pas envie de les citer, et qui sont en train de nous mentir et de nous commercialiser ou de nous vendre de l'illusion face à cette jeunesse qui est assoiffée le jour où les médias seront libres dans ce pays, on avancera. Là, on est dans la liberté. On va vous donner un bon exemple.
Est-ce qu'on est dans un pays où les médias sont ouverts? Voilà, si les médias étaient ouverts, étaient un peu plus démocratiques, étaient un peu accepter le point de vue et le point contraire, etc., les vrais débats. Mais je sais quand vous dites effectivement la désinformation éternelle, eh bien on se porterait mieux. Bon. Est-ce que, alors les propositions, encore une fois, je vous dis, on peut, sur cette question liée les réformes, je peux vous proposer... Juste encore une minute, monsieur Kessi. Je m'arrête quand vous voulez, il n'y a aucun problème, sincèrement. Je m'arrête quand vous voulez. J'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples simplement. Quand on dit par exemple que le secteur privé, ou là que l'ouverture des apports de libre-échange par exemple, n'ont pas produit le résultat, ont échoué. Qu'est-ce que ça veut dire? Réforme. Ça veut dire qu'il faut évidemment veiller à ce que le secteur privé continue, soit un vrai acteur dans cette économie. Et ça veut dire qu'il faut modifier le rapport que l'État avait avec ce secteur. C'est le rapport qui a été biaisé. Et je vous donne des exemples concrets pour qu'on se comprenne. Par exemple, prenons un débat qui est habituel, qui est celui sur ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Les incitations fiscales, les exonérations, etc. Jusqu'à maintenant, quelle a été la relation de l'État avec le secteur privé sur cette question? L'État donne tout, donne ce qu'il peut donner, mais le privé qui reçoit ne s'engage à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat synalagmatique, il n'y a pas une relation d'engagement réciproque. Résultat, je vois, c'est ce que vous avez dit. Tous les dérives qu'il y a dans le secteur de l'immobilier, toutes les dérives qu'il y a dans différents secteurs, vous connaissez tout ça. Une nouvelle relation, je lis là, avec le secteur privé. Mais que ce soit une relation réellement contractualisée, avec des engagements mutuels, chiffrés et sur des objectifs qui relèvent des problématiques générales du pays. Par exemple, je vous donne une exonération de temps sur temps, de temps, etc. Combien de pour créer d'emplois? Je conditionne l'avantage fiscal à l'apport que cette entreprise va apporter à l'économie en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, en termes de bien-être, de relations avec l'environnement, par exemple, la question de l'environnement, de respect de l'environnement, etc. Donc, voilà le type de nouvelles cadres. Il ne s'agit pas de pourchasser le secteur privé au contraire, mais il s'agit de construire une nouvelle relation. Autre chose, par exemple, dire par exemple qu'aujourd'hui les accords de libre-échange sont une catastrophe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se ferme? Évidemment non. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, je dirais à la limite, ça veut dire faire comme Trump. Voilà. Je bien sûr, je dis ça de manière provocante, mais je dis clairement, parce que quand certains comme moi, il y a 10 ans, plus de 10 ans, je disais que les accords ce sont une catastrophe et que ça nous mène vers la catastrophe, non, on disait ce que M. Kluge dit, vous êtes un extrême. Aujourd'hui, tout le monde dit que les accords doivent être renégociés. Quand je disais qu'il fallait les renégocier, on disait, maintenant, tout le monde dit qu'il faut les renégocier. Eh bien, il faut les renégocier. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire reconstruire une nouvelle relation avec l'international, mais sur des bases. Je veux préciser pour qu'on n'ait pas sur des bases qui soient d'abord des bases qui tiennent compte de nos intérêts à nous. Et commencer par des choses simples. D'aller faire le tri, qu'est-ce que nous avons à exporter? Parce que nous allons nous ouvrir. Ça veut dire que nos partenaires nous ouvrent leur marché, là nous allons ouvrir nos marchés. Question simple, que aucun négociateur dans le passé ne s'est posé. Est-ce que nous avons quelque chose à exporter maintenant? Est-ce que nous avons une offre compétitive, diversifiée, qui correspond à des marchés, etc. Est-ce que l'ouverture vienne là? Est-ce que nous sommes disposés à ouvrir aveuglément tous les secteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qui relèvent réellement de ce qu'on peut appeler la souveraineté nationale? Ça existe ça, la souveraineté d'un pays. Est-ce que par exemple, mais ils ont différentes choses. Donc, je n'ai pas le temps malheureusement, je suis obligé je suis un peu stressé par le temps parce que j'aurais voulu développer. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que sur différentes questions, il n'y a pas à l'extrême. Il y a une autre vue, mais qui est d'abord une vue, je dirais, patriotique.
Je suis désolé que ce terme peut paraître à certains dépassé. Alors, il n'est pas dépassé pour moi. Patriotique, ça veut dire aimer son pays, aimer son peuple. Ça veut dire tout simplement faire en sorte que l'intérêt de mes citoyens soit au-dessus de tout. Et croyez-moi, quand on a cette ligne, c'est pas difficile de faire les choses. Quand je réponds à la question des investissements, quand on me dit les investissements, encore une fois, bien sûr, toujours on nous sort Tongémet, bravo, c'est Xi'an, Tongémet, bravo. Mais à part Tongémet, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ça la question. C'est toujours l'histoire de l'arbre de la forêt. Face à Tongémet qui est une réussite. Combien d'éléphants blancs? Combien, pour les économistes développement savent ce que c'est qu'un éléphant blanc? Combien d'éléphants blancs? Et ça, encore une fois, bien évidemment qu'on peut me dire, il y a une ligne, et il y a ensuite les gouvernements qui doivent appliquer. Le problème, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. C'est le roi lui-même qui a parlé de monarchie exécutive. C'est la monarchie qui s'identifie elle-même comme étant une monarchie exécutive. Je suis une monarchie exécutive. C'est une monarchie où le roi règne et gouverne bien. Parce que s'il s'agissait simplement de régner, et donc justement, d'être à un niveau de garant de l'identité du pays, de garant de l'intégrité du pays, un symbole magnifique. Bravo, personne ne peut être contre. Le problème, c'est quand on gouverne, ça veut dire justement décider si vous allez voir votre revenu s'améliorer ou pas. C'est ça. Si vous allez demain garder votre entreprise ou pas. C'est ça les vrais. Or là, on n'a pas réinventé la roue. L'intelligence humaine n'a pas encore trouvé un moyen de concilier entre la monarchie, qui est par essence un système qui n'est pas démocratique. Vous êtes roi parce que vous êtes fils de roi, c'est tout. Et la démocratie. Comment concilier un système démocratique avec un système de monarchie? Mais ça s'appelle, et on ne va pas réinventer la roue. D'autres pays, d'autres peuples avant nous se sont posés ces mêmes questions et ont trouvé les bonnes réponses. Tous les pays d'Europe du Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont trouvé le moyen de concilier. C'est des démocraties. C'est des vraies démocraties. Ils ont gardé la monarchie. Mais c'est une monarchie où le roi représente cette symbolique. Mais c'est les gouvernements qui, eux, sont responsables, rendent compte, sont élus sur la base d'un contrat avec le gouvernement. Ce sont les gouvernements qui gouvernent. Merci beaucoup. Je pense que ça a été le mot de la fin. Merci infiniment, professeur Nagy.